Lucie, l'Australopithèque la plus célèbre de l'histoire de l'humanité, a pris ses quartiers au Musée national de Prague jusqu'à la fin du mois d'octobre. Une sortie exceptionnelle d'Éthiopie où ses ossements ont été découverts il y a un demi-siècle par un collectif de scientifiques dont le français Yves Coppens. Pour notre invitée Claudine Cohen, Lucie pourrait porter les traces de la domination masculine. En effet, remonter jusqu'à 3,18 millions d'années pourrait étudier comment vivaient les hommes et les femmes, permet de tracer une histoire de l'égalité, des inégalités et de comprendre si certains mythes, et notamment celui d'une asymétrie naturelle dont découlerait une organisation sociale, en serait la source de cette domination masculine. Alors, comment la comprendre? Comment la préhistoire nous apporte des connaissances dans ce domaine? Claudine Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et philosophe des sciences, directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE. Vous faites paraître Aux origines de la domination masculine aux éditions Passé Composé. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Merci. Ces ossements vieux de plus de 3 millions d'années sont ceux de l'Australopithèque Lucie. Ils sont à présent exposés au Musée national de Prague. Il s'agit sans doute de l'un des moments les plus importants de l'histoire de notre institution, qui a plus de 200 ans, et ce n'est pas une exagération. Une exposition rarissime. Jusqu'ici, Lucie n'avait quitté qu'une seule fois l'Éthiopie, le pays où elle a été découverte. D'un point de vue géographique, la République tchèque est le lieu idéal pour montrer à toute l'Europe comment ces merveilleux fossiles ont été mis au jour et pour raconter l'histoire de nos origines. Qu'en pensez-vous, Claudine Cohen? C'est effectivement historique, ce déplacement de Lucie à Prague? Ah oui, bien sûr, de voir un fossile réel, de voir les vrais ossements d'un individu qui a été trouvé en Éthiopie, dans le sol, c'est quelque chose de magique, hein. Et on voit des reproductions, on voit des reconstitutions, on voit des films, on voit des photos. Mais voir, c'est un petit peu, ce sont presque des fétiches, hein, ces objets qu'on a trouvés et qui représentent nos ancêtres. Alors évidemment, les australopithèques, qui sont très très rares, il y a très peu de fossiles, et les quelques fossiles qu'on connaît sont d'autant plus importants. Alors ce qui est intéressant chez Lucie, c'est que elle a été baptisée dès sa découverte comme une femme. Hein, c'était pas évident parce elle était en petits morceaux, mais enfin c'était assez gracile, et donc on a pensé tout de suite que c'était féminin et on l'a baptisée comme ça. Pour d'autres raisons aussi, parce que sur le terrain, il chantait aussi Lucy in the Sky with Diamond, la chanson des Beatles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, en 1974, disons que le mythe de la préhistoire s'est déplacé, ou en tout cas le caractère précieux de ces personnages préhistoriques s'est déplacé depuis l'homme de Cro-Magnon, hein, l'homme, jusqu'à la femme, Lucie, hein. Et bon, alors elle est beaucoup plus ancienne que l'homme de Cro-Magnon, évidemment, mais Lucie, en tant que femme, a pris un statut presque mythique, hein, et donc elle est devenue un peu la grand-mère de l'humanité. Alors on sait aujourd'hui que c'est pas la grand-mère. On parle plutôt de cousine aujourd'hui, hein. La grand-tante de l'humanité, voilà, un cousinage. On sait que les australopithèques sont nos cousins, c'est un genre différent du genre Homo, mais enfin, elle est restée dans la mémoire des gens, et jusqu'à aujourd'hui. Il y a qu'à voir l'enthousiasme de ce monsieur qui présente l'exposition. Elle est restée quelque chose d'extrêmement important, et les gens connaissent Lucie. N'importe quelle personne dans la rue connaît Lucie. Alors vous travaillez en particulier, notamment dans ce dernier ouvrage qui paraît aux éditions Passé Composé, sur la domination masculine dans la préhistoire. Est-ce que ces australopithèques, aussi rares soient-ils aujourd'hui, nous permettent quand même de tirer quelques enseignements de cette domination masculine? Alors, les australopithèques, encore une fois, c'est très ancien, hein, c'est plus de 3 millions d'années. C'est un genre différent du nôtre. On sait très peu de choses sur les australopithèques, sur leur mode de vie. On sait qu'ils étaient végétariens, on sait qu'ils ont vécu en Afrique, on sait qu'ils se sont différenciés en plusieurs espèces, mais sur leur vie sociale, on sait relativement peu. Et quand on parle de préhistoire, quand je parle de préhistoire, je dis souvent dans le livre que sur les australopithèques, on a peu d'éléments.
mais qu'on en a davantage à mesure qu'on avance dans le temps, évidemment, chez les Néandertaliens, chez les Sapiens, et puis ensuite au Néolithique, à la période donc, de l'émergence de l'agriculture et de l'élevage. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est sorti, là, cette semaine, un article sur le dimorphisme sexuel, ça veut dire sur la différence de taille, chez les Australopithèques représentés par Lucie, Australopithecus afarensis, et apparemment un chercheur américain, à partir d'extrapolation, à partir de petits bouts d'os, a démontré que en fait c'était un gros dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que les mâles étaient très corpulents, volumineux, et les femelles étaient graciles. Bon, c'est un débat qui court depuis des années. Est-ce qu'il y avait un dimorphisme ou pas? Est-ce que les mâles étaient plus grands que les femmes? Évidemment, ça implique des conclusions différentes en ce qui concerne les relations entre les sexes. Alors justement, je voudrais plonger directement dans votre sujet, la domination masculine dans la préhistoire, et je voudrais qu'on s'attaque à quelques fausses idées peut-être pour commencer, qu'on tente de démonter quelques clichés. Pour commencer, est-ce que justement la domination masculine est le fruit d'une supériorité physique de l'homme sur la femme? Qu'est-ce que là, les enseignements et la recherche nous permettent de dire et de comprendre? Alors s'il y a une idée que je pourfends dans tout le livre, c'est l'idée que cette domination est naturelle. Elle est le fruit de la nature. Et bon, il y a plusieurs façons d'argumenter l'idée que la Et domination notamment serait donc d'une différence physique naturelle. une différence physique. Les hommes sont plus forts, les femmes sont plus faibles. Alors, c'est un élément sur lequel on peut discuter de façon assez intéressante en s'appuyant sur les vestiges de la préhistoire. Alors, pour les Australopithèques, encore une fois, il y a des débats. Certains disent qu'ils étaient à peu près de taille égale, d'autres disent qu'il y avait un grand dimorphisme. Bon. En ce qui concerne les Néandertaliens, les Sapiens, c'est-à-dire les espèces plus récentes, eh bien, il y avait peu de dimorphisme sexuel. Les femmes étaient très robustes, en général, au point que souvent, par exemple chez les Néandertaliens, on a confondu des femmes et des hommes. Et on a identifié comme féminin un squelette qui ensuite, parfois grâce aussi à l'étude d'ADN, parce que l'ADN permet aujourd'hui d'identifier le sexe des individus, quand on arrive évidemment à cartographier cet ADN, eh bien, on est arrivé à voir que c'était des hommes et pas des femmes, ou des femmes et pas des hommes. Donc la reconnaissance, rien que la reconnaissance d'un squelette comme féminin et masculin fait problème parce qu'ils ne sont pas très différents. De même chez les sapiens, il y a un exemple célèbre que j'ai souvent cité, c'est ce fameux homme de Menton. Alors, on a trouvé à la fin du 19e siècle, donc près de Menton, dans les grottes où il y a beaucoup de fossiles et même d'œuvres d'art, on a trouvé un squelette enseveli, paré, avec des coquillages, avec des offrandes, etc. Et un squelette très robuste. Et donc, on l'a appelé l'homme de Menton. Et on a dit que c'était sûrement un chef. Et puis, on a trouvé d'autres sépultures à peu près du même genre en Italie, avec la même disposition, les mêmes ornements, les mêmes offrandes, individus robustes aussi. Et il y en avait un qui avait un fœtus dans son ventre. Et donc, c'était pas un homme. Et on s'est rendu compte, en réétudiant tous ces fossiles, et en particulier celui de Menton, que c'était tous des femmes. Et donc, ça explique que l'erreur était possible et que les femmes étaient au moins aussi robustes que les hommes. Donc la différence physique, notamment la différence de corpulence, de force, de volume, ce ne serait pas la source première originelle de cette domination masculine? Alors, ça l'est devenu, sans doute. Ça l'est devenu sans doute. C'est-à-dire que, alors c'est un grand débat et ça court encore aujourd'hui, mais on sait qu'au néolithique, d'abord la stature diminue, les hommes et les femmes, mais que la différence de stature aussi s'accentue. Alors il y a des débats autour de ça, il y a des hypothèses, il y a même des thèses qui ont été faites sur pourquoi il y a un dimorphisme sexuel, et un des paramètres pourrait être, selon une chercheuse qui s'appelle Priscille Touraille, qui a écrit un livre il y a quelques années là-dessus, ça pourrait être d'une part une sélection sexuelle, le fait que les hommes choisissent plutôt des femmes plus graciles pour pouvoir les dominer, pour pouvoir exercer leur pouvoir.
et que d'autre part, alors elle s'appuie surtout sur des arguments ethnographiques et pas sur la préhistoire, mais elle a pu relever dans ces documents ethnographiques le fait que les femmes étaient souvent moins bien nourries, qu'elles avaient moins accès aux protéines et donc qu'elles étaient plus fragiles et que c'est une espèce de ce qu'on appelle une contre-sélection de cette gracilité qui est très néfaste aux femmes, puisque ça implique des accouchements plus difficiles, même des morts en couche parce que le bassin est très étroit, etc. Et donc le dimorphisme sexuel est peut-être, c'est une hypothèse, mais est peut-être une acquisition qui n'est pas seulement biologique, mais aussi une acquisition liée à la domination masculine. Autre idée extrêmement répandue, cette domination masculine dans la préhistoire verrait le jour grâce à l'émergence de la pratique de la chasse, qui a été déterminante dans le processus, notamment d'hominisation, car pour chasser, il faut fabriquer des outils, donc se servir de ses mains, il faut également s'organiser en groupe. Bref, cette pratique plutôt masculine aurait permis aux hommes d'asseoir une forme de domination. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est un grand débat, effectivement. L'idée que la chasse a ouvert toutes les qualités humaines, l'intelligence, l'habileté, le sens du groupe, le partage, etc. Et alors, on en parle depuis longtemps de ça. Darwin déjà en parle et dit que ce sont les hommes qui rapportaient la viande pour nourrir les femmes, etc. Et puis, dans les années 50-60, ça a été vraiment un modèle d'hominisation. Comment l'homme est devenu homme, comment l'espèce humaine est devenue humaine, c'est précisément à travers tous ces acquis liés à la chasse. Et il y a eu là, et donc évidemment, la chasse est exercée par des hommes, la virilité du grand chasseur, c'est ce qu'on voit dans l'iconographie de la préhistoire. Et il y a eu là un grand débat. Et c'était une époque, dans les années 60, 70, où se sont élevées des voix féminines, parce qu'il y a des femmes qui sont entrées dans l'université, qui ont travaillé en anthropologie, etc., et qui ont dit, mais voilà, ça c'est un mythe, ça c'est une idée reçue. En fait, la chasse, d'abord les femmes participent à la chasse dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. On sait qu'elles jouent un rôle dans la chasse, que ce soit pour abattre le gibier, que ce soit pour le dépecer, que ce soit pour courir après, etc. Donc c'est pas vrai que les femmes sont complètement exclues de la chasse. Et d'autre part, les femmes jouent un très grand rôle dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs en particulier, comme pourvoyeuses de la subsistance, de la nourriture. Elles cueillent, elles ramassent des coquillages, des œufs, des petits animaux tués au piège. Et en gros, alors il y a des études ethnographiques qui ont été faites déjà dans ces années 60. Elles pourvoient à 70% des ressources alimentaires du groupe. Je voudrais vous faire entendre la voix de Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue. Elle s'exprimait au micro de France Culture, c'était en mars 2019. Compte tenu des moyens d'observation dont disposaient les humains du Paléolithique, ils sont devant un faisceau de faits et dont l'un leur pose particulièrement problème. Pourquoi eux ne peuvent-ils pas faire leurs fils et pourquoi les femmes font des filles et des fils? Bon, ils y répondent d'une part en disant non, les femmes n'ont pas un pouvoir plus grand que nous, c'est nous qui mettons les enfants dans les familles. Et donc les femmes ont été socialement l'objet de l'échange, étant devenues les responsables de la survie du groupe en tant que reproductrices, se sont trouvées partout assignées à cette tâche. Il fallait se les approprier. Françoise Héritier qui s'est exprimée en 2019 et non 2019, évidemment. Elle nous a quittés depuis, malheureusement. Elle nous a quittés effectivement en 2017. Oui, elle avait vraiment une perception tout à fait précise et juste de toutes ces questions-là. Alors, c'est vrai que la reproduction est une question majeure en ce qui concerne la domination masculine. C'est peut-être le point central de votre ouvrage, d'ailleurs, pour expliquer comment la reproduction forme la matrice de la domination masculine. Absolument. Absolument. Et là, elle explique bien que, voilà, alors il y a une sorte de, alors c'est pas de rivalité, mais en tout cas de méfiance vis-à-vis des femmes, parce que il faut passer par elles pour avoir un enfant, et il faut passer par elles pour avoir un fils qui vous ressemble. Et donc, il faut contrôler les femmes.
Et ce contrôle des femmes, c'est déjà le début, la matrice de la domination. Et puis elle parle, très justement, elle est ethnologue, elle a travaillé avec Lévi-Strauss, elle parle de cet échange des femmes. Elle parle de cette nécessité d'aller chercher des femmes, et d'ailleurs hors du groupe, parce qu'il y a l'interdit de l'inceste, et il y a ce qu'on appelle l'exogamie, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher des femmes dans d'autres groupes que le sien pour les épouser et pour qu'elles vous fassent des enfants. Et donc, ces modalités à la fois du contrôle des femmes, de l'échange des femmes, de l'exogamie, sont tout à fait centrales dans la constitution de ces rapports de domination, en particulier parce que aller chercher une femme dans un autre groupe, c'est l'isoler en quelque sorte de ses attaches, de ses alliances, et l'amener dans un autre lieu où il y a déjà des alliances. Où elle n'a pas de repère. Elle n'a pas de repère au sens où il y a déjà des alliances, en particulier masculines, et qui peuvent la contrôler. Vous expliquez autre chose de passionnant, lié justement à la reproduction. Ce qui fait la singularité de l'espèce humaine, c'est que la sexualité peut avoir lieu n'importe quand. Et donc, par conséquent, il faut l'organiser, cette sexualité. Tout à fait. Tout à fait. Quel impact ça a sur la domination masculine alors ? Ça, c'est un trait tout à fait majeur de l'humanité. C'est le fait que notre sexualité n'est pas soumise au rythme de ce qu'on appelle l'estrus ou le rut. Chez les singes, par exemple, on sait qu'il y a des périodes de rut et les femelles attirent en quelque sorte les mâles qui se mettent en chaleur et qui vont l'un après l'autre copuler avec elles. Dans l'espèce humaine, alors la question de savoir à partir depuis quand. Alors la bipédie a certainement joué un rôle important là. Le fait de cacher les organes sexuels au mâle, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de vulve visible, rouge, etc., a probablement joué un rôle très important dans cette perte des signes visibles et olfactifs et sensibles de l'œstrus. De ce fait, la sexualité a pu s'exercer de façon permanente. Et cette sexualité permanente est quelque chose de tout à fait remarquable dans l'espèce humaine, parce qu'elle signe le moment où se sont constituées des familles, des groupes, et en général autour de l'enfant, parce que aussi la question dans l'humanité est celle de l'enfant inachevé. L'enfant n'est pas complètement fini, parce que aussi pour des raisons liées à la bipédie. L'enfant humain naît prématurément. Il naît trop tôt et il est encore faible, fragile, il faut s'en occuper beaucoup. Donc ces deux paramètres, la perte des signes de l'œstrus qui oblige, qui rend possible des règles du groupe, la constitution de groupe et les règles du groupe, d'une part, d'autre part l'inachèvement de l'enfant, sont tout à fait propre à l'humain. Et j'ai prononcé le mot de règle, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité chez les hommes, chez les humains, de réguler leur comportement. Alors, je parlais tout à l'heure de la nature, et je disais que cette notion de nature ne me paraît pas acceptable. Pourquoi ? Parce que ce qui est régi par l'instinct chez les animaux, chez l'homme, est régi par des règles, par le langage, par l'interdit, par la parole qui constitue le groupe comme tel. Et ces règles, elles règlent en particulier la sexualité. Les ethnologues, comme Lévi-Strauss, par exemple, et beaucoup d'autres, ont mis l'accent sur le fait que toute société humaine constitue ses relations de parenté. Comment est-ce que l'émergence de l'agriculture, plus encore d'ailleurs l'agriculture outillée, va-t-elle accélérer le processus de domination masculine, j'allais dire l'asseoir même? Oui, alors, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'au Paléolithique, c'est-à-dire tant que les hommes et les femmes étaient chasseurs-cueilleurs, on a des sociétés relativement égalitaires. Et ça se voit aussi chez les chasseurs-cueilleurs actuels. On peut supposer qu'au Paléolithique, il y avait certainement des formes de domination masculine que nous ne connaissons pas, mais disons qu'il y avait un accès égal aux ressources, il y avait des activités partagées de façon assez égalitaire. Et ça se traduit notamment, vous l'expliquez bien, dans les rites funéraires. Dans les rites funéraires, oui. On a la même considération pour j'ai parlé les hommes tout à et les l'heure femmes. de ce fameux fossile de Menton, qui est devenu la Dame de Cavillon. On voit qu'il y a ça. Alors,
Quand on est au néolithique, c'est-à-dire au moment où les populations humaines deviennent sédentaires, vivent de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, on est dans un tout autre mode de fonctionnement. Les femmes ne peuvent plus faire des kilomètres pour aller cueillir. Elles ne peuvent plus limiter les naissances, parce qu'il y a aussi des processus de limitation des naissances, comme l'aménorrhée de lactation ou d'autres, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Au néolithique, on est plutôt dans un cas de figure où il faut multiplier les naissances, il faut avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que on cultive la terre, parce qu'il faut beaucoup de bras pour le travail de la terre, parce qu'il faut transmettre les biens aux enfants. Et donc, il faut avoir des fils en particulier. Donc, les femmes doivent faire des enfants. On les réduit à cette fonction. Oui. Elles sont réduites à la fonction de la femme au foyer, la femme qui élève les enfants, qui fait des enfants, qui élève les enfants, qui nourrit aussi la famille. Et elles sont là, c'est le début de la femme au foyer, si vous voulez. Alors qu'au Paléolithique, elles étaient quand même beaucoup plus mobiles. Et donc, cette séparation des rôles, beaucoup plus tranchée, assoit, comme vous disiez, la possibilité même de la domination masculine. Les hommes font autre chose, les hommes vaquent à leurs occupations et les femmes restent sédentaires, près des enfants, près de la terre, et elles peuvent être l'objet disons, de sévices ou de maltraitance, ou en tout cas d'une domination effective. Pourquoi pourrait-on dire que l'âge de bronze voit la naissance du patriarcat? Eh bien, parce que cette configuration que je décrivais au néolithique, c'est-à-dire vraiment cette séparation des rôles beaucoup plus tranchés, elle existe, mais elle va se trouver institutionnalisée à l'âge du bronze. Institutionnalisée à un moment où, au 3e millénaire avant notre ère, on invente l'écriture. Donc l'écriture fait partie de l'institutionnalisation des lois. On écrit les lois. Et puis l'invention des armes de métal, qui aussi produit une nouvelle caste de guerriers. Et donc on a là tout un ensemble de paramètres qui font que les rapports se rigidifient, s'institutionnalisent, l'État se constitue. Et on a effectivement un corpus de lois qui autorise donc cette domination masculine, cette domination de l'homme sur la femme, aussi bien dans la vie privée que dans la sphère publique. Pour faire l'histoire de la préhistoire, quand est-ce que la question des femmes, de la place des femmes, a intéressé les préhistoriennes et les préhistoriens? Écoutez, pendant très longtemps, on disait que c'était un non-sujet, qu'il n'y avait rien à en dire parce qu'elles étaient invisibles. Les femmes sont toujours un peu invisibles. Et c'est aux États-Unis que ça s'est vraiment déclenché. Ça a été dans les années 60-70 dont je parlais tout à l'heure, à ce moment où des femmes sont arrivées dans l'université, des groupes de femmes à Chicago en particulier. Il y avait une école d'anthropologues très intéressante, Jane Goodall, d'autres sont sortis de là. Et il y a eu tout un groupe de femmes qui a avancé cette question de la place des femmes dans la préhistoire. Et puis, alors vous savez, il y a plusieurs courants du féminisme, en particulier du féminisme américain. Il y a eu à la fin du XXe siècle, dans les années 90, un nouveau courant qui a un peu critiqué ce qui s'était passé avant. Il ne s'agissait plus de dire les femmes faisaient tout, les femmes étaient des matriarches, des reines, des déesses, etc. C'est pas vrai. Les femmes étaient certainement pas des femmes de pouvoir, ni dans la préhistoire, ni au paléolithique, ni au néolithique, ni à d'autres moments. Vous remettez en cause, d'ailleurs on aurait pu développer cette idée, vous remettez en cause cette idée de matriarcat. Oui, bien sûr. Et puis, donc elles ont dit, les nouvelles préhistoriennes américaines des années 90, qu'il fallait au contraire, elles ont dit en anglais « engendering archaeology », c'est-à-dire qu'il fallait faire l'archéologie du genre. Il fallait voir qu'est-ce que ça veut dire le genre, c'est-à-dire la construction sociale de la différence des sexes. Et c'est là que vraiment s'est fondée une archéologie qui essaye de repérer sur le terrain
la place des femmes. Merci beaucoup Claudine Cohen. On recommande la lecture de votre ouvrage passionnant, accessible. Il s'intitule « Aux origines de la domination masculine ». Il est édité aux éditions Passé Composé. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Roxane Poulain. À la réalisation, c'était Margot Page.